Thierry Snag, écrivain sur l'île de Pocro. J'ai pas fait exprès, mais voilà, je me retrouve à l'île de Pocro qui ressemble un peu euh, aux Saintes, Marie-Galante, voilà, les îles que j'aime beaucoup. Être écrivain, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous, hein, mais le devenir, on ne sait pas. Ça a commencé dès l'âge de 16 ans. J'ai jamais pensé au départ devenir écrivain. On ne devient pas écrivain. On l'est déjà, mais on ne le sait pas. Et par la force des choses, ça peut nous emmener à ça. Ma force, je le puise chez mon grand frère, qui est mon idole, parce que mon père n'y est plus. Et Henri, depuis la base de l'école, m'a donné cette envie, mais aussi de protection sans qu'il le sache. Mais on ne devient pas écrivain comme ça. Alors je suis devenu par la force des choses. Alors c'est une histoire où je ne sais pas vraiment si j'étais prêt à ça. Et vous savez jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et cette histoire-là est tombée sur moi. Alors quand tu vis la belle vie, et tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs, même chez ta famille, parce que mon frère, ma mère, ma soeur, mes soeurs, ils sont restés pratiquement un bon moment de mon silence, hein, 5-6 ans, sans jamais leur avoir dit pourquoi, mais tout grand comme ça, ils sont arrivés à me poser la question quand même. Mais donneur d'organes, alors, pas une seule seconde, j'aurais pensé vivre avec le seul rien aujourd'hui, mais je l'ai fait pour une bonne cause. C'est mon frère, parce que je ne dis pas c'était, c'est mon frère, et on a passé tellement de choses ensemble, et j'ai dû faire, alors j'étais en Arabie Saoudite, et un jour le téléphone sonne, et puis bon, ben, c'était ça, et j'étais revenu en France, à Toulon, et elle me disait, bon, ben, il y a ça à faire, mais il faut le faire. Mais j'ai pas tellement tergiversé sur la question, est-ce que je dois ou pas donner de mon vivant. J'ai dit oui tout de suite, parce que c'était l'affaire personne qu'il fallait pas, mais je pense que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre, parce que voir les gens en souffrance ou pleurer pour un truc, parce qu'il y a tellement de personnes qui au moment où je parle, attendent un rein ou un cœur ou un morceau de foie ou un morceau de poumon. Et ça quand même, je l'ai pris avec beaucoup de recul, et le jour que j'ai atterri devant la porte de mon frère, j'ai dit, bon, on le fait dans la semaine, et moi, je te donne le carburateur qu'il te faut, et moi, je repars de là où je viens. Mais ça ne s'est pas passé du tout comme moi je le souhaiterais, parce qu'on ne décide pas toujours des choses. Alors, tout le périple, je le raconte dans Donneur d'organes, euh, 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 qui est romancé, mais ça sort d'une histoire vraiment vraie. Et, et le jour que, sur la route qui nous emmenait à l'hôpital Tenon à Paris, il me disait, Thierry, tu sais que tu iras tout seul. J'ai dit, je ne t'ai pas vu prendre de sac, alors ah bah, j'étais prêt à faire toutes ces analyses et tout ce que j'ai enduré pour m'amener à ça. Et jusqu'à ce jour, mais ça a pris pratiquement 8-9 mois, c'est-à-dire un an après, parce que ça suivait dans le cours, c'est l'année 2015, et c'était le 13 janvier 2015. Je suis passé sur la table, et ils sont restés 6-7 heures sur moi, et je me suis réveillé, mais j'étais très différent de d'avant. Le petit Thierry Snag, hein, le petit Thierry Snag, il a grandi depuis, mais il y a toujours des souvenirs comme ça qui vous parlent, qui vous vient en tête. Et le petit Thierry Snag, eh ben, avec tout ce que j'ai enduré au niveau famille, hein, ma mère partie, enfin je dis partie, elle est partie avec nous, mais le fait que mon père, avec les autorités, ont pu il est venu chercher ses enfants là où ils étaient, mais on n'a pas passé une enfance joyeuse. Jusqu'à l'âge de 4 ans, c'était bien. Après ça, c'était une descente aux enfers pas possible. Et je me demandais déjà
si c'était possible qu'il y ait un bon Dieu ou si je devais abandonner. J'ai décidé le contraire, de ne jamais laisser tomber quelque chose et de se dire toujours qu'on peut s'en sortir. On était à Baïf, à la maison familiale, et un jour il y a eu 1976 le volcan La Soufrière qui avait grondé énormément et qu'on devait s'échapper. Mais moi je prenais les cendres ou de la neige. Et j'ai dit à mon frère, c'est merveilleux, je voyais tous ces gens courir autour de moi. Mais le petit Iris Nag a toujours. J'étais un enfant un peu, je dirais pas turbulent, hein, un peu curieux de tout. Alors moi j'ai poursuivi ma route comme ça, en déchéance, toujours plus profond. Et le jour que mon père a fait ce fameux drame, ben, ça a explosé tout. Tout. Quand ma maman a voulu faire le premier pas, ben, elle a reculé parce que quand on t'empêche d'avoir tes enfants pendant un certain bout de temps, tu dis soit tu passes à autre chose, elle est passée à autre chose. Si, en étant grand comme ça, on réalise que ta maman souffre, mais en silence. L'homme et son destin, ben, c'est une histoire authentique qui est entre la réalité et la fiction. Mais la réalité, si tout le monde connaît, si tout le monde connaît la Sierra Leone, mais c'est parti à la base d'un ami, avec mon vrai ami Philippe de Toulon. C'est parti de cette base-là, en fait. Philippe ne sait même pas. Et un jour, je me retrouve, j'ai pris l'avion, j'ai dit je vais en Australie, je tombe sur une grande famille qui possède des terres. Et l'histoire a germé. Il m'emmène en Tasmanie. Il sort de Perth, il m'emmène en Tasmanie. Et je réalise que le bouquin, il part de là, en fait. Ça parle de la Sierra Leone, au moment où quelqu'un n'avait pas le droit de toucher un diamant, même si il creusait le sol pour trouver le diamant pour les gens à pognon. En fait, ils enrichissaient les autres, mais s'ils voulaient un diamant, un petit morceau de caillou, ils avaient le bras coupé. Et c'est parti de là. Ça m'a pris 3 ans pour l'écrire. C'est parti de l'Australie et c'est arrivé à Port-Au. Je mettais mon sac là, mon ordinateur. J'emmenais pas le MacBook, j'emmenais l'iPad. J'ai transféré en fait tout. Ça n'a pas bougé. L'homme et son destin, pas mal. Ben, j'étais toujours dans le petit coin là. J'avais tout ça. Ouais, c'est un havre de paix et où on peut être tranquille. Voilà. C'est. Regarde. Ça sent le calme. Le nègre marron, c'est une toute autre histoire, c'est une histoire américaine. Parce que je lis beaucoup en dehors de mes propres écrits. Et ça m'est venu, je me suis dit, allez, je ferai une histoire, mais à la base, j'ai vu beaucoup d'images dans ma tête de Martin Luther King, et c'est un rêve qui m'a amené à faire ce sacré ouvrage, Le nègre marron. Tout le monde m'a dit, Thierry, tu n'as pas intérêt d'employer le mot nègre, marron. Mais le nègre marron, alors personne au monde ne veut m'empêcher de dire nègre ou la négritude, parce que si ça avait l'importance de ce mot. Mais ça dépend de la façon qu'on le dit. Mais tout ça, ben, je suis un métis moi-même. Quand on voit ma gueule, ben, on se dit, bon, mon Dieu, mais c'est quoi ça? C'est du noir. Alors chez moi, je suis un négropolitain. Et en France, je suis un nègre. Un nègre, un noir, je sais pas. Mais est-ce que je suis vraiment noir? Est-ce que la personne en face de moi est vraiment blanc? Mais ben, ça n'existe pas pour moi. Ma maman, qui est une très belle femme, une femme noire, très belle femme, mon père est issu de blanc. Alors, c'est déjà métissage. Moi-même, je lui disais, papa, regarde-toi dans une glace et tu verras que tu n'es pas un Guadeloupéen, tu es né en Guadeloupe. Tu ressembles à un Arabe, tu ressembles à un Libanais. Regarde-toi. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. Mais de toute façon, le mélange, c'est la plus belle chose qui peut exister. Le nègre marron, c'est un rêve. J'ai rêvé de Martin Luther King, mais être à sa place, se mettre à la place de quelqu'un que tu as toujours rêvé d'être, parce que
quand on regardait, c'est quand même Maître Luther King. J'ai un ami syrien qui vit à Paris, mais il s'est sorti parce que il s'est clandestinement, il a quitté son pays. Et comparativement aux autres, il y a certains qui sont restés morts ou pas morts, mais à l'heure où je parle, il y a la guerre en Syrie toujours. Mais ça, c'est une question politique. J'ai vu des images de la guerre de Syrie quand ça arrive, quand on parlait encore. Et j'ai vu un journaliste avec un enfant sur le bras et il traversait du sang partout. Ses vêtements étaient du pêle-mêle. C'était horrible. Avec tous le retour des gens que j'ai eu avec ce bouquin, c'est une folie. J'ai dit c'est une folie, mais c'est de l'amour. Et qu'est-ce qui peut défaire l'amour? C'est dans une guerre. Je suis quelqu'un, à la base, j'aime pas l'injustice. L'injustice, c'est un truc qui m'insupporte. Et si j'ai raison pour un truc, je vais me mettre en colère pour ma raison à moi. J'ai un petit frère, Yann, qui m'a un peu remodelé, mais j'ai changé depuis avec le temps passe. Alors avec l'âge, tu deviens quelqu'un d'autre, forcément, parce que tu as appris, mais tu apprends toujours des autres en fait. Et tu constates que tu grandis et tu vas mourir avec ça. C'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils vont rien apprendre de jeunes ou de plus vieux ou de plus vieux encore. Mais non, c'est pas vrai. On apprend toujours, même quand on dort, on apprend. Moi, je pense à un truc, il est 22h, minuit, je me réveille, je me dis, allez, il faut l'écrire. Parce que demain matin, tu l'auras plus. Je suis un garçon très simple. Très simple déjà d'entrée. Et je ne vais pas quelque part et m'asseoir et dire je suis, ou quand j'arrive, je dis je suis. Les gens aujourd'hui voient vraiment qui je suis parce qu'ils me regardent comme ça, avec des grands yeux, et dire est-ce qu'on peut lui parler? Mais je suis quelqu'un de très simple et je resterai toujours le sulfureux que je sois. Et quelqu'un ne va pas m'attaquer ou dire, comme certains qui m'appellent ça nègre des fois. Avant, je voulais casser la tête, mais ça me ronge d'intérieur et j'arrive à ne rien dire, ou sinon plus rien dire, parce que voilà, je vais prendre ça autrement, je vais dire oh ça nègre, mon Dieu, je vais regarder ma peau à 2 fois, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie et il faut essayer de se dire il faut regarder devant soi. Je suis exigeant déjà avec moi-même, je m'autorise pas de me blesser, et si tu te blesses c'est parce que c'est un manque d'inattention. Tu ne peux pas savoir demain qu'est-ce qui va se passer. Le bon Dieu peut décider de t'arrêter là, parce que tu auras trop donné. On m'a permis de me réveiller et on m'a envoyé, je ne sais même pas si c'est moi qui parle ou si c'est pas quelqu'un qu'on a mis dans mon corps et pour dire allez vas-y, fais ce que lui n'a pas fait. C'est une terre, c'est comme ici il n'y a pas de canne à sucre, mais il y a toutes sortes de plantes et d'oiseaux pour te faire rappeler que certaines choses peuvent exister plus que d'autres. J'ai atterri ici, un peu joyeux. On m'a toujours connu comme ça. Les gens me demandent, Thierry, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu es toujours souriant? Est-ce que tu n'as pas de problème? Mais les problèmes, tu peux les gérer. Déjà, quand tu vis ici, tu n'as pas de problème.